chers amis, au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Avec le Cercle des Chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute. En fin d'émission, nous retrouverons tout à l'heure Éric Garnier dans C'est à voir. Il nous parlera de Mascarade, un film italien sorti en DVD chez Outplay. Dans Parlons de tout et de rien, Al Warner revient parmi nous avec un invité, Alseni Camara, vice-président de la famille au Grand Cœur. LGBTQI Actu, c'est avec Étienne Bompéfam. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir Brahim, bonsoir tout le monde. Ce soir, dans la LGBTQI Actu, nous allons parler Bronx, Harry Potter, Wikipédia et Redcar. La grande famille de mon micro s'agrandit ce soir avec un petit nouveau, Jean-François Kervizik, si je prononce bien, qui nous rejoint pour assurer des chroniques culturelles. Et ce soir, il se lance dans C'est à lire. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir Brahim, bonsoir à tous, ça va très bien. J'ai bien prononcé ? Tu as très bien prononcé et merci de m'accueillir. C'est une grande première, pas complètement en radio, mais sur cette radio, oui, bien sûr. Donc, une chronique culture, tu seras amené chronique par nous parler culture, de alors plein de clairement, choses. il y a de tout, il y a de rien, il y a du n'importe quoi, mais il y a de très belles choses aussi. Donc, je vais essayer dans tout ça de faire le tri dans les très belles choses. Ouais. Voilà. Merci en tout cas de nous rejoindre. Et quand on accueille les nouveaux, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe des trucs assez... non ? Je sais pas, moi on m'a rien fait quand je suis arrivé là. Ah, J'attends toujours ma surprise. Ah non, ouais. mais ça peut s'arranger, t'inquiète pas. Pour réaliser cette émission, Rémi Aguirre et Nathan Hilero sont aux manettes. Bonjour à tous les deux. Bonjour Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. Heureux de vous voir en face. C'est le retour de Amy qui prend plein de photos sympas. Effectivement, écoutez, elle va continuer d'ailleurs d'alimenter les réseaux sociaux avec ces magnifiques photos. Et puis d'ailleurs, on a une super émission qui nous attend puisque déjà, on a un nouveau. Donc on remercie du coup Jean-François d'être notre nouveau chroniqueur C'est à lire. Et on espère justement que tout se passe bien pour lui et pour la suite de l'aventure avec nous à Homo Micro. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. La semaine dernière, dans sa chronique Histoire, Antoine Duvignal nous parlait de l'homophobie d'État en France. Une transition assurée, car ce soir, nous allons revenir sur la loi du 6 août 1942. Il s'agit de l'histoire d'une loi homophobe qui n'a été votée par aucun parlement. Cette loi a été appliquée pendant 40 ans, en entraînant l'arrestation et la condamnation de milliers d'homosexuels en France, jusqu'à, tenez-vous bien, 1982. Sans tarder, nous allons en parler avec Nicolas Rividi et son invité. Bonsoir à tous les deux. Eh bien, bonsoir Brahim. Bonsoir Brahim. Ça fait plaisir de te revoir, Denis, parmi nous. Je suis ravi d'être de nouveau là. Un livre que tu as lu, donc Nicolas. Oui, c'est mieux. Oui. Pour en parler. Oui, écoute, un livre que j'ai lu et que j'ai commencé à lire il y a plusieurs semaines et que j'ai fini de lire aujourd'hui. Voilà, et tout pour dire que ça se lit facilement et que c'est un livre qui est prenant malgré tout, parce qu'en fait, j'ai pas décroché une seule seconde. Alors c'était un bouquin qui est structuré en 3 parties, hein, tu m'arrêteras si je me trompe. Il y a grosso modo avant la Seconde Guerre mondiale, qui est une espèce d'état de contexte d'où est-ce qu'on part, pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce qui se passe notamment avec le régime de Vichy, on en parlera. Et puis ce qui se passe aussi après la Seconde Guerre mondiale, qui est pas forcément beaucoup plus valorisant pour les dirigeants successifs, puisque ça a été finalement une prolongation de ce qui s'était fait, de ce qui avait été décidé, comme Brahim l'a dit, sans parlement et par le fait du prince. Alors, moi, la première question que j'ai envie de te poser, au-delà de comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre, parce qu'on s'en doute un peu quand même quand on connaît ton passé militant, c'est que moi j'ai eu l'impression... Pardon de t'interrompre, c'est justement parce qu'on ne me l'a jamais raconté. Moi ça fait... les années ont passé, ça fait 30 ans cette année d'ailleurs que j'ai commencé à militer, et donc j'ai connu des générations. Il y en avait qui, quand j'ai commencé à militer, que j'étais tout jeune, il y en avait qui avaient l'âge que j'ai aujourd'hui, et en fait c'est une histoire qu'on ne m'a jamais racontée pour une raison très simple, c'est que quand la loi a été abrogée en 1982, on était déjà dans l'urgence suivante, et cette urgence-là était vitale, c'était la lutte contre le VIH.
Alors l'autre question que je voulais te poser, c'est que j'ai pas eu l'impression d'avoir entre les mains un livre qui se voulait être exhaustif, mais un livre qui se voulait être un espèce de coup d'œil global sur cette période qui finalement dure quasiment un siècle, entre les prémices dans les années 20 et puis ce qu'il y a aujourd'hui, et puis l'époque actuelle. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le voir, comme une porte d'entrée finalement c'est vraiment comme une porte d'entrée. Moi, ce que je voulais, c'était de transmettre cette histoire fort peu connue. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai mis une bibliographie, à la fin, parce que ça renvoie sur des livres plus conséquents. Je pense, par exemple, au livre de Florence Tamagne, Le Crime du Palace, qui donne une bonne idée de l'ambiance dans les années 20, de l'atmosphère dans les années 20. Le Crime du Palace, c'est le directeur du Palace, pas le même que celui qu'on a connu plus tard, qui était conseiller municipal du 10e arrondissement, qui était homosexuel et qui a été assassiné. D'ailleurs, on n'a jamais su par qui, puisque la police n'a jamais... c'est un crime non élucidé, mais qui a défrayé la chronique à l'époque. Et comme il était homo, comme il y avait des pistes, parce qu'à un moment, on a retrouvé un costume de marin pas très loin de la scène de crime, donc du coup, on s'est mis à échafauder des hypothèses. Bref, c'est un crime qui a défrayé la chronique et qui, du coup, le bouquin de Florence Tamagne est vraiment très très bien fait. C'est une historienne qu'on ne présente plus, puisqu'elle a quand même fait beaucoup de choses qui touchent à l'homosexualité. Elle décrit, elle donne bien un témoignage de ce qu'étaient les années 20. Du point de vue de l'homosexualité masculine et féminine. Alors c'est intéressant que tu abordes la question de ces faits divers finalement, parce qu'en fait dans la première partie du livre, en fait on sent que c'est la ponctuation, c'est-à-dire des faits divers successifs avec des histoires souvent sordides et qui font les gros titres dans la presse. Mais alors un paradoxe, moi je sais pas, alors peut-être qu'il n'y a pas de données, mais c'est que d'une certaine manière, on entend la presse, on entend les gouvernements, mais on n'entend pas la société. C'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement ce que pense réellement la société de cette question de l'homosexualité. Est-ce qu'on a des pistes? Est-ce qu'il y a des moyens de savoir? Alors c'est assez difficile d'abord parce que les sondages n'existaient pas, par exemple. C'est un des outils, c'est pas l'outil absolu, mais c'est un des outils d'indication. Moi, je trouve qu'il y a finalement un témoignage quand même qui n'est pas réjouissant. C'est que le fait divers déclencheur, plutôt, c'est pas un fait divers qui a été déclencheur, mais c'est le jury qui a jugé le crime en question, qui a fait un vœu adressé au ministre de la Justice. Cette démarche-là demandant la répression de l'homosexualité, parce que voilà. Je trouve que cette démarche-là dit un peu l'état de l'opinion. Alors, c'est pas scientifique, ça on est d'accord, mais ça donne un peu une indication. Ce qui est sûr, c'est que, effectivement, c'était après, plus loin, je parle de liberté très surveillée. Je pense que c'est tout le paradoxe de ces années-là, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait une liberté parce qu'on n'avait pas les moyens de contrôler absolument les gens. Donc, du coup, ça crée de fait des espaces de liberté. Mais tout ça était quand même très, très, très encadré parce que l'époque était obsédée, et c'est le point commun avec la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, et donc de l'après que tu évoquais tout à l'heure. L'époque était obsédée par la natalité. Entre les années 20 et 30, c'est vraiment l'obsession, c'est faire des enfants pour être plus nombreux que les Allemands, pour pouvoir les battre la prochaine fois. C'était vraiment un truc. Et à la sortie de la guerre, qui avait fait, évidemment, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait également fait un nombre important de victimes, pas les mêmes d'ailleurs, mais pas le même type de victimes que pour la première, l'enjeu était le même. Et du coup, la réaction assez, moi je trouve, en tout cas avec la distance, alors facile de juger évidemment des années plus tard, mais finalement ils ont choisi le plus simple, c'est-à-dire la coercition. C'est-à-dire que on ne parle pas de contraception, on ne parle pas d'interruption volontaire de grossesse, on pourchasse l'homosexualité, on pourchasse l'IVG, c'est encore très sévèrement puni à l'époque. La contraception n'a été légalisée qu'en 67, donc 20 ans après la sortie de la guerre. Voilà, vraiment la chasse à l'homosexualité, ça s'inscrivait dans cette obsession nataliste, quoi. Alors le procès dont tu parlais, qui a donné lieu à ce vœu
qui a servi de base, en fait, on va le découvrir plus tard, à la formulation de ce décret-loi par le gouvernement de Vichy. C'est un procès qui porte sur l'assassinat de Roger Neuville, qui était un fonctionnaire, c'est ça, quelque chose, enfin. Non, c'est Rabouin. Non, c'est Rabouin, pardon. Roger Neuville, c'est le jeune, c'est ça. Voilà. Donc l'assassinat de Maurice Rabouin, fonctionnaire, par Roger Neuville, qui est un jeune homme. Alors ils se sont rencontrés dans ce qui s'appelle une kermesse, qui est donc l'équivalent des bars à Backroom. Oui, en tout cas un lieu. Non, aujourd'hui, non, mais en tout cas un lieu de lieu de rencontre. C'est clairement un lieu identifié comme un lieu de rencontre homosexuel, ça c'est sûr. Voilà. Donc Rabouin est tué, Neuville est traduit devant la justice et il y a un procès assez retentissant dans l'opinion publique visiblement qui se déroule et donc ce procès est jugé par 12 jurés d'assises, tous des hommes. Tous des hommes à l'époque, parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote et que le jury est tiré au sort sur les listes électorales. Voilà, et donc c'est à l'issue de ce procès qu'émane ce vœu et donc ce vœu qui va finalement avoir une vie un peu perturbée parce que à plusieurs fois, il est sur le point d'être transformé en texte de loi, et puis il y a toujours un événement qui arrive. Alors, parce que tout ça, c'est l'autre élément, moi, que j'ai trouvé, saisissant, c'est que tout ça se passe sur fond de montée de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, je veux dire, pendant ce temps-là, il y a Franco qui a gagné la guerre d'Espagne, il y a Hitler qui est correctement installé au pouvoir en Allemagne, qui réarme, etc. Et là, on a des fonctionnaires du ministère de la Justice, Mussolini en Italie, et on a des fonctionnaires du ministère de la Justice qui n'ont rien de mieux à faire que de légiférer contre l'homosexualité. Voilà. Ça, je trouve que c'est assez frappant dans l'époque parce que tout ça a été, la dernière tentative à avorter en 39. En 39, juste avant le. Donc la guerre était déjà déclarée. C'était pendant la drôle de guerre que Et la dernière tentative avorte en 39 pour une histoire de délai. Oui, c'est ça, les pouvoirs les parce qu'en fait le gouvernement avait des pouvoirs spéciaux en raison de la guerre qui menaçait. Ils voulaient prendre des décisions sans le Parlement. Donc le Parlement avait confié des pouvoirs spéciaux, mais le Parlement à l'époque confiait des pouvoirs spéciaux pour un délai. Et en fait, la loi n'a pas été prête avant qu'expire ce délai. Donc du coup, elle a jamais été signée. Et donc elle n'a pas été signée. Alors cette loi, on peut en dire deux mots parce que souvent on dit c'est une loi qui criminalise l'homosexualité. En fait, c'est plus vicieux que ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a même une querelle d'ailleurs. Il y a des gens qui disent que l'homosexualité n'a pas été pénalisée en France, etc. Bon, moi je veux bien, mais de fait, alors en fait, c'était une loi parmi d'autres, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des lois d'atteinte aux bonnes mœurs. Après, ça complétait un arsenal législatif pour chasser les sexualités, comment dirais-je, à l'écart de la société, quoi, tout ce qui n'était pas hétérosexualité. Parce que par exemple, moi j'ai trouvé très étonnant l'argument de l'âge invoqué, que j'entends par ailleurs évidemment. Sauf que pourquoi avoir imposé cette différence d'âge entre une relation hétérosexuelle et une relation homosexuelle? Pourquoi quand une relation homosexuelle ne pouvait s'assumer qu'à partir de 21 ans, alors qu'une relation hétérosexuelle, un homme pouvait avoir une relation avec une fillette de 13 ans, sans que ça dérange personne. Et quand on a fait cette loi, on n'a pas pensé, on a trop pensé. Je pense qu'on y a parfaitement pensé, mais voilà, l'idée n'a pas été de dire on relève l'âge à partir duquel on considère que le consentement est éclairé, puisque c'est ça ce qu'on appelle la majorité sexuelle. On relève l'âge pour tout le monde parce que 13 ans c'est un peu peu. Au 19e siècle c'était 11 ans quand même. Ça aussi j'ai découvert, je savais pas, je trouvais que c'était... Enfin, ça fait un peu c'est un peu terrible, je trouve. Bref, on ne l'a relevé que pour les relations homosexuelles. Et ça dit quand même qu'il y a une intention claire. Et après, l'autre élément, je trouve, c'est toute l'histoire après les 40 ans qu'on suivi. Moi, je veux bien que l'homosexualité n'ait pas été pénalisée en France, mais on allait quand même chercher les mecs dans les backrooms. Enfin, je veux dire, l'affaire du Manhattan, à la fin des années 70, il y avait des flics déguisés en clients planqués dans la backroom.
Donc c'est quand même un peu nettement de la répression de l'homosexualité. Et par ailleurs, c'est un grand dévouement professionnel. Oui. tu le dis dans le livre d'ailleurs, ça m'a bien fait rire. Pour revenir un instant sur l'âge, en fait, c'est assez intéressant de voir que cet argument de protection des enfants a été resservi par la Manif pour tous en 2013 et continue encore aujourd'hui pour toutes les dès que ça revient dans le débat. Exactement. Donc, et si ça, enfin moi, faire ce travail-là parce que je connaissais rien avant. Hein. Enfin, je connaissais vraiment pas grand-chose sur l'histoire de cette loi, mais faire ce travail-là, ça m'a aussi souligné ça exactement, c'est-à-dire le fait que à chaque fois on invoque la protection des enfants sans jamais le faire, parce que on parle quand même d'un pays qui a mis 80 ans à réunir la commission Sauvé, pour prendre l'exemple le plus saisissant d'agression sexuelle à l'encontre d'enfants qui ne viennent pas du milieu homosexuel mais du milieu clérical. Voilà quoi. Enfin, je veux dire, on invoque la protection des enfants, on ne le fait pas. Parce que c'est très tardivement qu'on a commencé à prendre en compte. Ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à prendre en compte les agressions sexuelles dont étaient victimes les enfants, dont sont victimes les enfants. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a une avancée, on nous l'a servi au moment de la dépénalisation, de l'abrogation de la loi. On l'a servi au moment du Pacs, on l'a servi au moment du mariage. On nous la resserre aujourd'hui, venant de milieux un peu différents parfois. On nous le resserre aujourd'hui sur la question de la transidentité et des personnes transgenres. Voilà, à chaque fois, on invoque la protection des enfants sans jamais le faire parce que, évidemment, le sujet n'est pas là. En fait, voilà. Et pas uniquement à l'intérieur de nos frontières, parce que tu l'évoques brièvement à la fin du livre, mais tu parles de Viktor Orban, tu parles de Poutine, etc., qui effectivement utilisent la même rhétorique d'attaque contre en tout cas de protection des enfants contre les homosexuels ou plus généralement les LGBTQI+. C'est aussi, on invoque aussi les enfants pour contester le droit des femmes. Enfin, oui, c'est on a un peu indirectement sur la lutte contre l'IVG, c'est aussi d'une certaine manière la protection des enfants qui est invoquée, puisqu'on accorde puisqu'on considère que on considère que après 12 semaines ce sont des enfants ou des êtres humains à part entière. Justement par rapport à ce climat international et ce climat qu'on sent quand même pas forcément, malgré les victoires en fait, qu'on sent fragile, est-ce que d'après toi il y a l'histoire nous envoie un écho d'une certaine manière et finalement on s'aperçoit que assez facilement des choses, et c'est un peu ce qui résume le titre, parce qu'après son café au lait et sa tartine, Pétain réprima l'homosexualité. Bah, en gros, alors ça c'est factuel, parce que c'est factuel d'après la propagande du régime, puisque la propagande des régimes autoritaires se plaît à mettre en scène la vie privée des dictateurs, ce qu'était Pétain. Donc effectivement, il y a une brochure où on nous raconte la journée de Pétain qui quitte la maréchale, puisque c'est comme ça qu'on s'exprimait à l'époque. Une femme divorcée. Alors j'ai rien contre elle, mais au passage, je vais quand même souligner que les donneurs de leçons sont généralement ceux qui ne les respectent pas pour eux-mêmes. Vladimir Poutine et Donald Trump aussi. Voilà, qui épouse une femme divorcée, qui se marie en loose day. Enfin bon, bref, peu importe. À 60 ans, enfin bon, voilà, c'est pas tout à fait le père de famille. Adhérent à la Manif pour tous. Et qu'est-ce que je disais ? Non, sans compter, si je puis faire, à propos de la bonne moralité de Pétain, des lettres sont sorties il y a quelques années dans lesquelles il décrivait un peu toutes ses infidélités. Enfin, il les disait mais il expliquait que les différentes maîtresses qu'il avait, il leur demandait, en plus de ne pas se laver, parce qu'il considérait que c'était un honneur de le recevoir, etc. Enfin, c'était absolument abject de la part de quelqu'un qui est effectivement un dictateur patenté, mais qui en plus de ça était vraiment pas d'une moralité totale. Et puis quelqu'un qui n'avait probablement de dur que sa canne. Quand il ça, je ne l'ai pas connu, donc je peux pas me prononcer. Mais et dis pas bon. Enfin, j'étais donc oui, le titre est factuel.
puisque donc c'est et ce titre justement, je trouve qu'il décrit bien la légèreté incroyable avec laquelle ce type de décision peut être prise, et c'est dans le passé, c'est aussi aujourd'hui, et les impacts absolument catastrophiques que ça peut avoir dans la société pour les personnes concernées. Parce que alors les comptages, enfin là sur l'article 331.2, on l'évalue à 10 000 sur la base des archives de la préfecture de police et du ministère de la Justice. Et l'histoire, faut mentionner un autre historien que celui d'ailleurs parce que ce qui m'a permis de reconstituer cette histoire-là, c'est quand même le travail de Marc Boninki, qui a fait sa thèse, et il a eu, enfin, c'est un historien de talent, mais il a eu en plus accès à des documents qui des archives qui ont été ouvertes. C'est les archives du service législatif de la direction des affaires criminelles du ministère de la Justice, qui contenaient absolument tout ce que j'évoque là, que lui évoque de manière beaucoup plus développée dans le livre qui est tiré de sa thèse. Mais je me souviens plus ce qu'on disait, ça fait 2 fois. C'est peut-être là, finalement, je l'ai peut-être connu en fait. Effectivement, non, c'est ce que je me disdisais. C'est ce que je me disais. Non, et puis sur le côté international aussi, et finalement sur la résonance que peut avoir ce récit-là et cette histoire-là. Mais ça a une résonance aujourd'hui. Moi, je trouve que ça raconte qu'une société glisse assez vite quand même. Il a pas fallu grand-chose pour. Bien sûr, la situation n'était pas outrageusement ouverte, mais quand même, c'était Paris dans les années 30, c'était la capitale gay de l'Europe. Une fois que Berlin, une fois le nazisme arrivé, une fois le nazisme installé en Allemagne, tout s'est reporté sur Paris et voilà. Et c'est quand même dans ce pays-là que en un an à peu près, on peut faire glisser. Enfin, si ça avait marché la première fois, il n'a pas fallu 1 an pour faire glisser la législation. Donc ça veut dire moi je trouve que ça veut dire qu'une société glisse vite, et on le voit aujourd'hui. Je trouve que le plus saisissant, c'est aux États-Unis. Puisqu'on n'est pas à l'abri comme le mariage, comme l'IVG est fondé sur une jurisprudence de la Cour suprême et non pas sur un texte de loi, il peut y avoir un revirement de jurisprudence. Ce sera pas simple, et je pense que les copains américains ont affûté quelques batteries d'avocats pour torturer un peu les juges de la Cour suprême, et ils font bien. Mais voilà quoi, ça peut vraiment glisser vite quoi. Donc l'idée c'est pas de s'affoler, l'idée c'est de rester vigilant et de rester vigilant. Un truc pour finir, moi, qui m'a pas mal intéressé aussi dans le livre, et pour rester dans la catégorie cliché, c'est que dans l'histoire française, on relève un certain nombre d'homosexuels célèbres, entre guillemets, qui étaient des artistes, des hommes de lettres, des femmes de lettres de temps en temps, mais beaucoup moins, malheureusement, parce que l'histoire fait son œuvre plutôt dans ce sens-là. Et en fait, on découvre que les victimes de la répression sont majoritairement des personnes issues des classes ouvrières, des classes populaires, qui a finalement une fraction. Pour une raison assez simple, c'est parce que, assez simple, mais à laquelle on ne pense pas toujours, c'est parce que pour vivre une orientation sexuelle réprimée ou condamnée, ou en tout cas sous l'opprobre social, il faut nécessairement se cacher, d'une manière ou d'une autre. Et en fait, l'intimité, c'est un luxe. C'est-à-dire que si vous êtes un enfant si vous êtes descendant d'une famille bourgeoise qui a un grand appartement, vous pouvez toujours vous planquer dans une chambre de bonne, Si vous êtes dans une famille ouvrière, dans les années 20 ou 30, c'était même pas en rêve que ça pouvait se faire dans le domicile familial. C'était forcément soit à l'extérieur, soit dans les lieux interlopes, les deux étant surveillés par la police. Donc c'est assez... et c'est valable aussi, évidemment, dans les années 50, 60, 70. Et donc, c'est pour ça que les classes populaires ont beaucoup souffert de cette loi-là. Parce que, après, l'homosexualité, on sait que c'est parfaitement transversal à toute la société, que voilà, c'est une réalité. Oui, il n'y a pas des milieux qui sont plus... Il y a des milieux où ça se vit peut-être plus ouvertement,
Et je ferai pas de classification. Ça s'aligne pas sur les catégories socio-professionnelles, comme on dit aujourd'hui. Mais voilà, c'est une réalité qui est transversale à toute la société. Tu aurais voulu vivre à cette époque ? Ah, c'était la question con. Ouais, mais si avec un téléphone portable et des médecins et un bon dentiste, ouais. Et avec le maréchal, non ? Non, du tout. Une question qui se rapporte un peu au général de Gaulle et à son gouvernement en 1945 et en 1960. Alors, comment se fait-il qu'il n'ait pas abrogé cette horrible loi de 1942, loi de Vichy, et même il en ait rajouté une couche, je dirais, en prenant cette ordonnance du 8 février 1945 sur la notion d'acte contre nature? Parce que pour la même raison que ça a failli être l'avant-dernier président du Conseil de la Troisième République qui aurait pu signer cette loi, parce que la question c'était de reconstruire la France. Donc de la même manière qu'il n'a pas libéralisé l'avortement, qu'il n'a pas cette loi ne posait pas de questions à la libération. Voilà, c'est même encore plus cynique parce et alors il y a un truc moi que j'ai trouvé très drôle, il y a un truc que j'ai trouvé très drôle avec le recul évidemment, parce que à l'époque c'était moins drôle, mais dans les années 60, je vous recommande quand même la lecture des débats, les quelques extraits de débats parlementaires que je mets sur la deuxième ordonnance, celle qui se base sur la loi qui disait que l'homosexualité était un fléau social comme la tuberculose et l'alcoolisme. C'est quand même que les députés, il y a un député qui dit sans rire, enfin au premier degré, qui dit mais vous comprenez, c'est affreux. L'homosexualité se démocratise. Démocratise. Oui, parce qu'il pensait que c'était jusque-là, il pensait que c'était les artistes, les mecs et les nanas un peu azimutés, et là, tout d'un coup, ils se sont mis à flipper parce qu'ils ont réalisé que c'était pas que c'était une réalité humaine de toute société. Et du coup, ils disent. Alors, plus tout ça s'inscrit dans l'époque de la fin de la décolonisation, c'est-à-dire un moment où en France, on se sentait un peu, on se disait, on passait d'une espèce d'empire colonial sur lesquels on n'en reviendra pas parce que ça prendrait trop de temps, et on se retrouvait comme une espèce de puissance moyenne, etc. Et alors en plus, il y avait cette histoire d'homosexualité qui se démocratise, mais quel enfer. Enfin voilà quoi, c'était ça leur peur à l'époque. Finalement, les mêmes arguments que servis aujourd'hui. Absolument. Effectivement. Alors où on peut se procurer? Ils sont très peu inventifs. Donc le livre s'appelle Loi du 6 août 42. Après son café au lait et sa tartine, Pétain réprima l'homosexualité. Voilà. C'est édité par la Fondation Jean Jaurès. Absolument. Où est-ce qu'on peut le trouver? Tu vas nous le dire. On peut le télécharger gratuitement sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Donc www.jean-jaurès.org. Après, il suffit de taper mon nom. Et normalement, on finit par le trouver facilement. Et pour les Parisiens, parce qu'il existe quelques exemplaires imprimés, et pour les Parisiens, je sais pas, on prend un pot ensemble et je vous l'offre. Ouais. Merci d'avoir répondu à l'invitation, Denis. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission ? Oui. Merci aussi Nicolas de nous avoir proposé cet invité. Nous arrivons pratiquement à la demi-heure d'interview. Et j'attends avec impatience le prochain livre. Une idée du livre du Non, titre, pas encore. Tu ne nous en parles pas. D'accord. Merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous allons passer à l'actu d'aujourd'hui, LGBTQI Actu, avec notre ami Étienne Bompé-Femme. Et on démarre tout de suite avec la Slovaquie. Oui, 2 hommes ont été tués mercredi soir devant le Teplaren, bar gay du centre de Bratislava, capitale de Slovaquie. Une 3e victime, serveuse dans l'établissement, a été transportée à l'hôpital mais se trouve sans danger, comme l'indique le quotidien SME. Selon les témoins sur place, 7 à 10 coups de feu ont été tirés. Le tireur présumé, un jeune étudiant de 19 ans, a été retrouvé mort, a annoncé la police qui examine la piste d'un crime anti-LGBTQI+. En effet, l'emplacement des meurtres et un compte Twitter anonyme apparemment au suspect et revendiquant les faits quelques heures après le double meurtre ne laisse aucun doute. La présidente slovaque Zuzana Čaputová a rapidement condamné l'attaque. Depuis 3 ans, je dis que même les mots sont une arme. Malgré cela, de nombreux politiciens remplissent l'espace public de haine. Oui, quand on n'agit pas, les mots se transforment vite en armes. Dieu merci, la variole du singe perd de la vitesse.
Oui, de semaine en semaine, l'épidémie de monkeypox semble reculer en France. Le dernier décompte fait état d'une 50aine de nouveaux cas hebdomadaires contre 350 au plus fort de l'épidémie. 120 000 injections de vaccins ont été réalisées au 10 octobre. Notons que 70 000 cas et 26 morts ont été recensés dans le monde depuis mai, que la France est le 5e pays touché et que 21 pays ont vu leur nombre augmenter la semaine dernière. Pour continuer de faire reculer l'épidémie, la Haute Autorité de Santé a ouvert la vaccination aux femmes en contact étroit avec des hommes gays, bi ou personnes trans multipartenaires et aux mineurs après une évaluation bénéfice-risque par un spécialiste. Ça va intéresser notre ami Nicolas, du nouveau dans les nuits parisiennes. Oui, information beaucoup plus gaie. Alors qu'on ne compte plus la fermeture des établissements LGBTQI+, dans Paris ces derniers mois et années, Jock nous a présenté la semaine dernière, Antoine, le patron du dernier bar gay né dans le 11e arrondissement. Son nom, le Bronx. Il se situe au 21 rue Keller, derrière Bastille, juste en face de Feu la Luna, club mythique que les plus anciens ont peut-être connu. C'est également la rue des Scandaleuses, ancien bar disco lesbien. Le 6 novembre, vous pourrez participer au premier bingo drag de l'établissement. Allez y jeter un œil. Harry Potter, il s'agit de quoi ? C'est un film avec des petits sorciers dans une école. Ça, je sais. Mais, Et des baguettes. Et des baguettes. Des grosses baguettes pour certains. Mais je ne vais pas parler de Harry Potter. Le tournoi des 4 maisons, jeu télévisé adapté d'un programme américain qui débarque en France le 26 octobre sur TMC. Je ne vais pas non plus parler de la mort de Robbie Coltrane, fabuleux dans le rôle de Hagrid dans la saga des films. Non, je vais vous parler de son autrice, c'est J.K. Rowling, qui, comme vous le savez, est ouvertement transphobe. La semaine dernière, un twitto a demandé à la romancière si elle arrivait à dormir en sachant qu'elle avait perdu une bonne partie de son audience, c'est-à-dire la communauté gay LGBTQI+. Sa réponse, je lis mes chèques de royalties les plus récents et la douleur disparaît assez rapidement. Réponse aussi cinglante qu'on peut l'attendre d'une autrice sur Twitter. Ça serait presque marrant si nous étions dans une cour de récré, si elle avait 12 ans et si son audience est limitée à 5 personnes. Or, elle est l'une des femmes les plus riches et influentes du monde. Or, on le sait depuis Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités et donc, en l'espèce, celle de ne pas diffuser de messages de haine à travers le monde. Je suis donc atterré de voir que l'argent est plus important que l'éthique pour cette autrice qui a bercé mon enfance, nourri mon imaginaire et ceux de tant de millions d'enfants dans le monde. Denis Caqueton, notre invité, et Denis Rividi, j'allais dire. Non, Nicolas Rividi, pardon, sont sur Wikipédia. Oui, Wikipédia, ou transphobia, comme on le comprend à la lecture de la tribune signée par 40 personnalités et organismes du milieu transféministe à la une de l'Obs vendredi. Parmi les signataires, on peut compter Virginie Despentes, Céline Sciamma, Rokhaya Diallo ou l'Association nationale transgenre. Dans cette tribune, elle dénonce le traitement que réserve Wikipédia aux personnes trans, non-binaires et intersexes. L'objet de la dénonciation, je vous préviens, la liste est longue et édifiante. Il s'agit de mégenrage, deadnaming, maintien de portraits photos pré-transition, harcèlement auprès des personnalités trans pour leur proposer des rendez-vous dans le but de vérifier leur identité, intimidation auprès des wikipédistes qui dénoncent les violences morales à leur encontre, tentative de suppression des articles si l'acharnement moral n'aboutit pas, blocage temporaire ou définitif des comptes utilisateurs, retrait des articles concernant les personnes transgenres, non-binaires et intersexes de certains portails, détournement du terme juridique de nom de naissance pour imposer l'usage de leur dead name, ajout de thèses gender critical discriminantes, discours méprisants sur le forum des wikipédistes, le bistrot, à l'encontre des personnes trans, déni de l'existence des personnes intersexes dans la rédaction d'articles les concernant, etc., etc. L'origine du mal provient probablement de sa communauté, composée à 80% par des hommes. Ces comportements nocifs, selon cette tribune, relèvent de l'ignorance ou de l'intention de nuire. En effet, des liens auraient été faits entre l'encyclopédie et le forum 18-25 ans du site jeuxvideo.com, le bien connu de radicalisation d'extrême droite. Alors qu'on attend de Wikipédia d'informer et d'éduquer le monde sur des sujets d'importance comme les LGBTQI+, la mainmise des hommes blancs cisgenres d'extrême droite impose une vision altérée d'un monde qui les dépasse aux plusieurs centaines de millions de personnes qui consultent tous les mois la plateforme, dont des jeunes ou moins jeunes en quête de réponses sur ce qui peut se passer chez elles ou chez eux, ou bien encore dans leur entourage. Avant de te céder la parole, Étienne, petit tour de table, qu'est-ce que vous avez retenu de ces informations, Denis Caqueton ? La réaction de la présidente slovaque, oui. J'ai trouvé qu'elle était... c'était exactement ce qu'il fallait dire. Enfin voilà, je trouve qu'elle était très bien face à un drame épouvantable. Mais, et c'est quelque chose qu'on a du mal à
à entendre d'un certain nombre de responsables politiques ici en France. Enfin, le fait que les mots peuvent devenir des armes. Nous, ça fait longtemps qu'on le dit avec Nicolas, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié sa réaction. Nicolas Rividi, tu ressembles, je trouve d'ailleurs à Harry Potter. La présidente slovène. Harry Potter, non, il y a un air d'Harry Potter. Non, pas vraiment. Il a la même avec baguette, les lunettes, peut-être. Évidemment, il fallait que ça passe qu'à l'image, en fait. Ça passe pas. Non, mais je me range à ce qu'a dit Denis et puis la médiocrité de J.K. Rowling. Oui. Il faut préciser que J.K. Rowling aussi est une personne qui a connu la précarité. Alors, ce n'était pas la précarité des trans, etc., mais elle a vécu quasiment à la rue quand elle a écrit Harry Potter, en fait. Et j'ai du mal avec les gens qui oublient d'où ils viennent. J'ai du mal avec les gens qui oublient qu'à un moment, eux aussi ont souffert, que quelqu'un leur a mis le pied à l'étrier, qu'ils ne doivent pas ça qu'à eux-mêmes, et que, voilà, je trouve ça assez minable, d'une certaine manière. Et je l'avais dit d'ailleurs pour d'autres personnes et d'autres célébrités déjà à cette antenne, mais voilà. Jean-François. Alors, pour réagir sur effectivement que l'on oublie peut-être parfois d'où on vient, Aznavour s'est toujours souvenu d'où il venait. Il n'a jamais craché dans la soupe, même s'il a dit quelques petites choses qui étaient parfois difficiles, mais il a surtout écrit, comme ils disent, qui était l'un des premiers textes importants sur l'homosexualité à une époque où personne ne la chantait et personne n'en parlait, bien évidemment. Non, moi, ce qui me choque, c'est cette espèce de transphobie. Je veux dire bon teint, parce que mine de rien, on entend beaucoup de gens qui en parlent d'une façon extrêmement dure, mais sous des dehors très, très calmes, très ordinaires. Et je trouve que cette haine, justement, en étant très ordinaire et dévastatrice, je regardais par hasard mon ami Léa Salamé. Je tiens rien contre elle, je l'aime beaucoup, je précise. Je ne veux pas m'attirer de toutes les foudres. Mais samedi dernier, il y avait une jeune fille, je ne la connaissais pas, qui s'appelle Dora Moutot, si ma mémoire est bonne, qui intervenait face... alors, je ne me souviens plus de son nom. Mariko. Merci, qui est maire d'un village dans le nord de la France, je crois. Et cette jeune fille s'est mise à dire des choses mais qui n'avaient strictement aucun sens pour plaisir de faire le buzz. Et ça sentait la méchanceté gratuite. J'ai trouvé ça mais ignoble. Tout le monde a défendu Mariko et c'est très bien. Mais c'est juste pour dire, pour réagir, je crois qu'on a vraiment une transphobie latente et c'est terrible. Merci pour ce tour de table. Pour adoucir un peu les mœurs, on passe à la musique. Une passe musique, Étienne. Oui, alors lui, vous ne connaissez pas encore son nom, mais sa voix, oui. Redcar, non, ce n'est pas le dernier modèle de Renault ou Citroën, surtout à l'heure du salon du modèle de l'auto, mais la nouvelle construction poétique et philosophique de celui qu'on connaissait sous le nom de Christine and the Queens, puis de Chris pour son deuxième album. Alors pourquoi je dis il, lui? Parce qu'il a lui-même demandé sur TikTok en août dernier, de le genrer au masculin. Alors, pour rendre hommage à toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans le genre qu'on leur affecte à la naissance, à l'école ou sur Wikipédia, j'avais envie d'écouter le premier single de son nouvel album, Redcar, les adorables étoiles prologue. Date de sortie de l'album prévue le 11 novembre 2022. On écoute « Je te vois enfin » de Redcar. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. J'ai plongé ma main dans la terre du sentier. Pardonnez-leur, ils ne savent plus où ils vont. Elle m'attendait près du ruisseau pour me parler. Ils meurent en leur âme à la fois autre chose. Ils ont les larmes et les pétales de rose. J'ai dit, je crois qu'ils ont trop souffert. Que demeure
toujours je te cherchais. Mon amour rime avec toujours, toujours. Mon amour rime avec toujours, toujours. Les choix se font, les choix se font. Un pied devant l'autre, seconde après seconde. Et les choix sont faits, et les choix se font. Un pied devant l'autre, seconde après seconde. Je te vois enfin. Mon amour, te voilà, je te vois enfin. Enfin, enfin. Je te vois enfin. Oh mon amour, te voilà, je te vois enfin. Enfin, enfin. Je te vois enfin. Oh mon amour, te voilà, je te vois enfin. Enfin, enfin. Je te vois enfin. Oh mon amour, te voilà, je te vois enfin. Enfin, enfin. Je te vois enfin. Oh mon amour, te voilà, je te vois enfin. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et maintenant, c'est la toute première de notre ami Jean-François Kévesic. C'est à lire, un livre qui va tout de suite nous présenter. Merci Brahim. Alors c'est bien de me mettre la pression d'emblée, mais je vais essayer d'être digne pour ma première chronique. Je vais vous parler aujourd'hui d'Anthony Passeron, qui est un jeune homme de 39 ans, on peut encore dire jeune homme j'imagine à 39 ans, Oui, qui est prof. bien sûr. Hein. Bon, allez, même plus. Qui est qui fait paraître son premier roman qui s'appelle Les Enfants endormis. Les Enfants endormis n'a, je pense, pas besoin de moi pour vivre. Mais je pense qu'il a besoin de nous tous pour continuer à exister dans le temps. C'est l'histoire, en fait, d'une vraie vie, d'une vie de famille, en fait, qui est en gros la sienne, et de l'énigme que représente son oncle, qui s'appelle Désiré, ça ne s'invente pas. Cet oncle est un petit peu la personne qui est à planquer de la famille. On est dans les années 80, on est pile poil au niveau de la montée de l'épidémie de sida, donc on se trouve en 79-80. Ça, c'est pour le tableau opposé. Et en parallèle, Anthony Passeron, pour conjurer un petit peu tout ça et pour essayer de comprendre qui était cet homme, a eu besoin de rendre hommage à la médecine française, qui à l'époque était pionnière en la matière de recherche en sérologie et sur le VIH, notamment à Willy Rosenbaum, avant de passer le relais au professeur Montagnier, qui à l'époque était effectivement fréquentable. À l'époque, ouais. C'est pour ça que je le précise, mais qui a quand même fait évidemment de grandes choses. Il leur rend hommage et il explique que travailler autour du sida en 1982 était quelque chose d'extrêmement compliqué parce que la caste médicale ne croyait absolument pas à la pérennité malheureuse de ce virus. Du coup, ça n'intéressait personne. Il s'est retrouvé devant des amphis en train d'expliquer ce que c'était, de montrer les fameux articles du Lancet qui comptabilisaient le nombre de morts aux États-Unis, mais aussi en France. C'était catastrophique, personne ne l'écoutait. Pendant ce temps-là, le virus galopait. Le mot d'ordre, qui était peut-être pas un mot d'ordre chuchoté, mais qui était clairement dit, c'était que c'est un truc qui touche les homosexuels. On va pas non plus se foutre à plat parce que il y a 2-3 homos qui meurent. En gros, c'était ça. Et Anthony Passeron décrit ça très très bien. Il décrit cette famille et surtout, il parle de tous ces patients qui, à l'époque, ne vivaient pas très longtemps, dès lors qu'ils développaient la maladie, et qui mouraient dans des conditions mais absolument atroces. Je crois qu'on n'imagine pas, on en parle toujours, mais jamais assez finalement. On n'imagine pas dans quelles conditions ils pouvaient mourir, et surtout, ils étaient seuls. Les seules personnes où elles voyaient pendant le développement de leur maladie, c'est jamais qu'un seul médecin, voire une infirmière ou une infirmière. Il y avait tellement de méfiance que toutes les familles les abandonnaient. C'était assez épouvantable. Donc Anthony Passeron nous explique un petit peu ce cheminement, pourquoi sa propre famille a nié l'existence de ce fameux Désiré, qui était le petit chouchou de la famille, donc ça n'aidait pas. Il est parti à Amsterdam, il a rencontré une jeune fille avec laquelle ils se sont beaucoup drogués, il est revenu en France en ayant attrapé le sida, et je pense qu'Anthony Passeron, à travers cette histoire, a aussi envie de rendre hommage à toute une communauté, quelle qu'elle soit, simplement pour
Voilà, pour dire qu'aujourd'hui, le combat n'est absolument pas fini. Voilà. Et c'est vraiment un très, très beau roman. Ça se lit très bien. C'est son premier. Donc, c'est très abouti au niveau de littérature. Le concept est magnifique. Je vous le conseille fortement. Je redis l'auteur. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion de le recevoir. On peut toujours essayer, parce que ça pourrait être très sympa. Ah oui, bonne idée. Anthony Passeron, pour le nom de l'auteur, il vit à Nice. Donc, ça lui fera un petit voyage parisien. Le titre, c'est Les enfants endormis. C'est les éditions du Globe qui a très bien fait un travail de promo, parce qu'en plus, il se vend magnifiquement bien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai absolument pas respecté mon texte, mais c'est pas grave. Mais tu as été formidable. Alors, nous allons maintenant décerner une note entre 1 et 10 pour voir si il peut revenir parmi nous la prochaine fois. Ah, c'est comme l'école des fans. Ah oui, carrément, c'est comme ça. J'adore. Alors, je vois du 10 partout, je crois. Oui, donc tu vas devoir revenir parmi nous. Ah bah écoute, ça avec plaisir. Que des baguettes et des ronds. Tiens, tu es parfait dans le rôle de Jacques Martin. C'est vrai. C'était pour Pétain tout à l'heure. Ah oui, non. Très bien. Et c'est ta mère avec la moustache. C'est pas mal ça. Donc tu vas bien sûr revenir parmi nous le mois prochain et pourquoi pas faire revenir l'invité de Nice, hein, c'est ça ? Il habite Nice, ouais, Anthony Passeron. Ouais. Merci, c'était une bonne première. Merci beaucoup, Brahim. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Bonjour Brahim et bonjour à toute l'équipe d'Homo Micro. Effectivement, nous allons parler de l'association Famille au Grand Cœur. Lancée en mars 2021, la structure accompagne une soixantaine de jeunes LGBT et de 18 à 30 ans dans leur démarche de demande d'asile. Dans la boucle, des salariés, des bénévoles, mais aussi les jeunes eux-mêmes. Et c'est ce dont nous allons parler avec Alcénie Camara, actuel vice-président de l'association Famille au Grand Cœur. Bonjour Alcénie, peux-tu présenter l'association Famille au Grand Cœur ? Bonjour, en fait l'association Famille au Grand Cœur, c'est une association reconnue par l'État, créée il y a de cela 1 an. Donc c'est une association qui accueille les jeunes LGBT refusés venant de toute origine. Donc c'est notre objectif spécial d'héberger les jeunes, loger et accompagner dans leur démarche administrative, en même temps rompre l'isolement. Donc là actuellement tu es vice-président de l'association et en tant que tel, que fais-tu ? Il nous faut aider les autres jeunes qui sont en route, qui sont déjà là, il faut qu'on les aide. Donc, tu dis que tu aides certains jeunes, du coup tu les aides comment ? Tu les aides de la même manière qu'on t'a aidé toi ? Pas les mêmes manières qu'on m'a aidé, mais moi je les aide en leur disant ce qu'il faut faire une fois à l'association ou en leur dirigeant vers les personnes qui m'ont aidé. Si tu devais convaincre une personne de s'engager comme bénévole à l'association, que lui dirais-tu ? Pour convaincre quelqu'un de devenir bénévole de l'association Famille au Grand Cœur, je lui dirais de ne rien calculer, de venir à l'association, puisque ce n'est pas seulement pour les jeunes africains ni les Européens, c'est tout le monde qui sont réunis ici. Donc tous les jeunes LGBT qui ont fui leur pays à cause des agressions, à cause de tortures, et qui sont en Europe ici sans aucune aide. Donc l'association leur aide aussi. Donc si il y a une autre personne qui peut venir nous aider aussi, on leur dirait la bienvenue. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et pour aider donc cette famille au grand cœur, eh bien leur site internet asso-6 fagc.fr, et vous pouvez aussi les retrouver sur tous les différents réseaux sociaux. Nous allons maintenant passer à la musique. Enfin, Nathan. Oui, effectivement, et pour cette magnifique musique, j'ai décidé de vous faire un petit voyage d'ailleurs en Afrique. Puisque le dernier morceau, en tout cas de Mélé, qu'il a fait, il a sorti avec un très très grand monsieur d'ailleurs de la musique africaine qui s'appelle Toura Koundé, qui est un des très très grands précurseurs, on va dire, de la musique tribale africaine aussi, et qui a décidé de populariser le genre, bien sûr. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire écouter Mélé avec Toura Koundé, Talking Jones.
Le cercle des chroniqueurs. Éric Garnier. Alors Éric Garnier, la musique qu'on vient d'écouter vient de toi. Alors comment tu l'as conçue? C'est en studio? Non. Non, c'est pas du tout. C'est africain, certes, je suis un peu africain. On a pensé dans mon ADN, mais non. Je trouve que ça fait pas très africain. Je trouve que ça fait un peu globalisé, mondialisé, et je trouve que le rythme africain, le son africain, il est un petit peu perdu dans une sorte de truc un peu world music. Et excuse-moi Nathan de ne pas adhérer totalement à ton choix, mais je trouve que la musique africaine, elle se dilue un peu dans une sorte de globi-boulga mondial, et c'est un peu dommage. Mais en tout cas, on peut quand même danser dessus, c'est le principal quelque part. Alors dis-nous Éric, c'est à voir. Alors Mascarade, un film italien sorti sur Outplay et présenté. Je pense que j'ai mal envoyé le titre. C'est pas Mascarade. On remarque que ça pourrait être. C'est Mascarpone. Alors, excuse-moi, dans mon SMS, j'ai du mal. Alors, mascarpone, vous savez tous ce que c'est. Vous êtes des fingers. C'est une sorte de fromage italien très crémeux qui rentre dans la composition d'un certain nombre de plats. Mascarpone. Voilà. Et dans le film, ce mascarpone va être un peu comme pour le héros principal qui s'appelle Antonio. Un peu comme pour certains notre Madeleine de Proust. Oui. Voilà, donc Mascarpone, c'est un peu la Madeleine de Proust alors, c'est un film qui vient de sortir chez Outplay. On sait qu'on a 3 chouchous, on a Outplay, on a Optimal et puis on a Épicentre, et on a en général des bons films venant d'eux. Et là, c'est une comédie de Alessandro Guido et Matteo Pilati. Mais alors, on pense que ça se passe en Italie, mais alors, là où ça me semble un peu difficile que ce soit en Italie, c'est que le héros, donc Antonio, est marié, vraiment marié. Or, on sait qu'hélas, en Italie, le mariage, c'est pas pour demain, c'est même pas pour après-demain, étant donné que maintenant, l'Italie va être sous la coupe d'un gouvernement fasciste, et le Vatican est toujours là aussi et veille au grain. Donc, bon, en tout cas, c'est une fiction, et donc Antonio, un charmant trentenaire, va se trouver largué par son mari au bout de X années de mariage. Alors, on aime beaucoup cet Antonio parce que c'est un grand beau garçon, un peu sentimental, un peu naïf, et il voit rien venir, il comprend pas ce qui lui arrive, il pense que c'est pas possible, il va revenir, et finalement non. Alors il va au bout d'un certain temps poussé par son locataire chez qui il habite, un type un peu caricatural mais sympa, lui dit va sur les réseaux sociaux. Donc notre Antonio va faire des rencontres, va se trouver un métier aussi. Enfin, voilà, c'est la vie à zéro, comme autrefois les femmes, quand leur mari les quittait, eh bien souvent elles se retrouvaient le bec dans l'eau. Il fallait qu'elles recommencent une vie. Et il va rencontrer donc un charmant garçon
voilà, et est-ce qu'ils vont faire leur vie ensemble? Ça a l'air sérieux, donc je ne vous en dis pas plus. Donc il y a des beaux garçons, c'est une intrigue qu'on a peut-être déjà un peu vue, mais c'est toujours comme du nouveau, du frais, puisque voilà, il y a toujours des péripéties un petit peu nouvelles. C'est une comédie sympathique qui fait quand même réfléchir à la notion de couple, peut-être dans le milieu gay aussi. Voilà, et c'est sensible, c'est pas du tout, c'est pas de la gaudriole, c'est pas, ça fait authentique. Et on s'attache beaucoup à cet Antonio, et c'est lui qui, à un moment, avec cet amoureux avec qui ça semble solide, il va lui faire un plat au mascarpone. Et pas mascarade. Mascarpone, c'était quelque chose que sa grand-mère faisait, et il adorait sa grand-mère. Donc, mascarpone, c'est un peu un plat sentimental. En tout cas, c'est une comédie charmante, bien tournée. Les acteurs sont beaux, et on en a pour notre heure et demie. Eric, tu m'entends? Oui. Merci Eric. Donc c'est bien mascarpone et pas mascarade, mais c'est ce que tu m'avais envoyé, mais c'est pas grave en tout cas. Oui, voilà. Mais tu sais, quand les trucs automatiques, parfois, tu mets masca et en fait ça te met mascarade et t'as pas bien vu, tu valides et mascarpone. Non. Mais en même temps, on peut y trouver aussi de la mascarade dans ce. Tu es à Lyon en ce moment, Eric. Hein? Comment? Tu es dans la ville de Lyon. Près de Lyon, oui, dans le Beaujolais. Et une information, tu sais qu'une maison de retraite LGBT+ ouvrira ses portes à Lyon en 2024. Est-ce que tu peux te renseigner pour moi, s'il te plaît? Allô, tu nous entends? Oui. Comment tu sais ça? Je sais ça parce que je me renseigne. Non, c'est sérieux. On avait invité d'ailleurs celui qui a ce projet-là, en fait. D'ailleurs, dans ce qu'avait dit Elisabeth Borne il y a quelques semaines, elle s'était engagée à ce que le gouvernement aide à ce qu'il y ait au moins une maison LGBT par département, il me semble, à vérifier. Effectivement, c'est vrai. Merci Eric. Donc Mascarpone est bien, et à bientôt, en direct dans le studio. Effectivement, à très vite, on t'embrasse. Ciao. Ciao les garçons, les filles, bye. C'est fini pour ce soir. Merci Denis Quinqueton. Rappelle-nous le titre de ton livre. Après son café au lait et sa tartine, Pétain réprima l'homosexualité. C'est donc sur la loi du 6 août 1942. Merci à Étienne. Il est affreusement long, ce titre. Et à très vite, Étienne. Mais oui, à très vite. À très vite. Au revoir, Jean-François. À très vite aussi. À bientôt. Merci. Et Nicolas, à tout de suite. Non, je sais pas ce que tu veux qu'on fasse. Un peu de mascarpone peut-être. Peut-être, oui. Merci d'avoir été à l'écoute. J'ai été ravi de partager cette heure avec vous. C'était fabuleux. Et merci aussi à tous nos auditrices et auditeurs qui sont fidèles à notre rendez-vous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.